C'est parti. Donc, parfait, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'objection. L'objection, c'est je pense que la hantise de tout prospecteur, c'est qu'on a souvent peur de recevoir des objections lorsqu'on fait de la prospection. C'est souvent quelque chose que l'on n'anticipe pas, quand on n'est pas préparé et à laquelle on fait face et on peut être un petit peu déstabilisé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est plutôt c'est quoi les types d'objections et comment est-ce qu'on peut y répondre et puis avoir le mandat avec notre client. Alors, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de ce salon aujourd'hui, de cette présentation aujourd'hui, il n'y a pas de formule magique pour traiter des objections. Et le meilleur moyen pour traiter des objections, c'est en manger des objections. D'accord? C'est le meilleur moyen que vous puissiez avoir. Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez de votre vie, en vente, en ce que vous voulez pour traiter des objections. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être confronté à ces objections-là, de les noter et d'apprendre à y répondre. C'est le meilleur moyen que vous puissiez avoir. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la vente. J'ai eu 40 ans cette année. J'ai démarré au début vingtaine. Le meilleur moyen que j'ai eu pour apprendre les objections et répondre, c'est que je me suis mangé au début des objections. Alors, des fois, on a un petit peu l'ego qui parle et on dit « Ouais, mais j'ai pas envie de paraître ridicule, j'ai pas envie qu'on me claque la porte au nez, j'ai pas envie qu'on me rejette. » Sachez que ça fait partie de votre apprentissage. Et plus vous allez être confronté à des objections, à des situations difficiles, plus c'est des opportunités pour vous de croître. Donc, si vous avez une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que chaque fois que vous allez avoir des objections, moi, ce que je vous recommande, c'est de plutôt les accueillir et de dire c'est à chaque fois une opportunité pour vous de croître et d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, prenez ces objections, notez-les et apprenez à y répondre. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu des objections qui sont le plus souvent, vous allez recevoir le plus souvent en prospection et comment est-ce qu'on peut y répondre. OK, donc on a eu, je ne sais pas si tout le monde a répondu un petit peu dans le chat. On a quelques modèles d'objection. On a tout est réglé, je ne peux pas vendre, je vais vendre ma maison, j'ai déjà mes contacts, Sébastien, je sais comment je vais payer, il me reste juste 5 ans, ma banque va me prêter de l'argent, je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le temps, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, j'ai besoin de rien. Non, ça, ce n'est pas une objection, ça, je pense. Jean. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres types d'objections qu'on n'a pas traitées, que vous n'avez pas vu dans le chat aujourd'hui? Je suis curieux un petit peu de savoir. On a par exemple JC. JC, est-ce que tu fais de la prospection, toi? Tu le pognes la bouche pleine, je pense. Tu as pris au bon moment. On va laisser finir de manger JC. Marie, est-ce que tu fais de la prospection? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Je suis déjà entré en contact avec des gens qui avaient, disons, des difficultés, où j'avais vu qu'ils voulaient vendre, leur maison s'était pas vendue. Puis, en fait, c'était le prix de la maison. Ils veulent un prix. Moi, les gens que j'ai rencontrés, c'est arrivé 2 fois, ils voulaient un prix qui était plus élevé. Des fois, je trouve qu'ils ne sont pas nécessairement rationnels par rapport à la valeur de leur maison. Ils trouvent que la valeur de leur maison est plus que ce que même des fois le marché vaut. Excellent. Quel type de propriété tu prospectais, Marie? Maison unifamiliale. Comme ça dans la rue ou tu ciblais de la clientèle en particulier? En fait, c'est que j'ai mon papa qui est courtier immobilier et qui me disait en fait qu'il repérait pour moi des listings expirés. D'accord. Et des fois, quand c'est expiré, ça peut être un bon lead pour peut-être aller cogner à leur porte. Mais ce n'était pas nécessairement des avis de 60 jours sur le registre foncier, mais c'était des ventes qui ne s'étaient pas conclues. En fait, c'est des vendeurs plus ou moins motivés. Hein? Peut-être moins que plus motivés. Oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, ils veulent obtenir le meilleur prix. Hein. Une autre façon de prospecter, celle-là. Mais... Peut-être qu'il n'y avait pas non plus d'urgence dans le fait de vendre. Reggie qui est avec nous, là, il nous a référé une cliente récemment. Oui, on est rendu chez le notaire d'ailleurs. Alors, son nom de famille commence par un Z. Oui. Et donc, où est-ce que tu voulais en venir là-dessus? Je voulais juste te dire qui était Reggie. Oui, je sais qui c'est Reggie.
tout à fait. Donc là, la particularité, c'est pour une consolidation de dette. Donc, on avait une cliente qui était motivée parce qu'elle avait des problématiques dans ses défis. Elle voulait garder sa maison. Donc, nous, ce qu'on a pu faire, on a pu l'aider à atteindre ce qu'elle veut faire et donc consolider sa dette et conserver sa maison. Donc, c'est en cours. Ricky, on va te tenir au courant dans pas longtemps. Ça va closer. On espère avant la fin de l'année si le notaire y arrive. À savoir qu'il ferme lundi, donc c'est vite là, lundi. Sinon, ça va être début janvier. Ben, Raphaël, peut-être un peu avant de commencer, parce que ce que Marie elle a apporté, c'est important. Là. Avant de commencer les objections, en fait, il y a comme deux grandes classes de clients. Là. Il y a les clients qui souhaitent vendre, mais ils sont plus ou moins motivés, mais ils vont peut-être essayer de chercher à vendre leur propriété et d'avoir le meilleur prix. Et ça, faire de la prospection de ce type de propriété-là, c'est un peu plus difficile et c'est pas là qu'on va avoir les grandes aubaines, à moins que vous cherchiez un quartier particulier pour habiter vous-même. Là. Puis sinon, il y a les clients qui sont vraiment motivés. Là. Fait que c'est ceux que nous, on recherche dans le registre foncier et on recherche spécifiquement des types d'actes bien particuliers. Et on sait que les clients vont être motivés, qui ont une urgence, en fait, de trouver une solution à leurs problématiques. Que c'est pas toujours vendre, mais des fois, ça peut être de refinancer ou ça peut être louer pour acheter ou d'autres stratégies en immobilier que vous avez probablement entendu parler souvent dans le marché. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui particulièrement comme objection, c'est plus les clients qu'on aborde à froid, qui ne nous ont pas sollicités et qui ont un problème dur, un problème urgent à régler. Alors, le dur, qu'est-ce que ça veut dire déjà, Raphaël? Difficile, urgent et réel. Donc, réel veut dire si demain je dois perdre ma maison, est-ce que c'est un vrai problème? Donc, le réel veut dire que le problème est vraiment réel, c'est-à-dire que ce n'est pas un désir. Hein, on va essayer juste de faire la différence entre ça. Ce n'est pas je souhaite éventuellement vendre ma maison, c'est que j'ai un vrai problème. Là, si je n'agis pas maintenant, je risque de la perdre, ma maison. Donc, ça, c'est un problème qui est réel. Difficile, donc difficile, c'est que je veux garder ma maison, par exemple, et je ne sais pas comment la garder. Donc, je n'ai pas la solution. Et urgent, il y a un délai pour faire ça. Donc, un problème dur, c'est votre argument numéro 1, la chose à identifier particulièrement chez votre prospect. C'est le problème dur avec lequel il doit faire face. S'il n'a pas de problème dur, il n'a pas forcément de raison de bouger rapidement. Donc, c'est important de l'identifier. Super. On va commencer avec les premières objections. Comment tu voudrais qu'on procède aujourd'hui? Oui, on peut en parler une par une. Il y en a une que Marie vient de mettre justement dans le chat et j'aime bien cette situation parce que c'est une situation qui arrive, absolument, où les gens peuvent se sentir insultés. Vous avez, où est-ce que vous avez trouvé mes informations? La personne se sent un petit peu mise à nu parce qu'on est au courant de sa situation. Oui, juste pour ajouter un détail, elle m'avait, en fait, c'était pour un avis de 60 jours. Je lui avais envoyé une lettre avec mes informations, mon numéro de téléphone. Puis elle m'a rappelé, en fait, juste pour me donner de la chenoute, qu'elle n'était pas contente que c'est ça, que j'ai pénétré son intimité, elle était vraiment insultée. Où est-ce que vous avez trouvé ces informations-là? Alors, ça commençait vraiment sur une note négative dès le départ, puis je n'ai pas insisté. Alors, ça arrive. J'ai envie de te poser comme question, c'était quoi l'intention de ta lettre? Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ta lettre? Est-ce que l'intention était de garder, est-ce que l'intention était qu'elle te vende sa maison? C'était quoi l'intention qu'il y avait derrière? Moi, dans ma lettre, ça fait quand même plus qu'1 an de ça. C'était une lettre assez brève qui disait, en fait, simplement si vous êtes intéressé à vendre votre propriété, je cherche dans le quartier, alors contactez-moi. Et puis, je pense qu'elle avait reçu plusieurs lettres parce que je pense que c'est une tactique maintenant pas mal connue des prospecteurs. Puis, elle avait pris le temps de me rappeler pour me faire comprendre qu'elle n'était pas contente. Et peut-être que tu as accordé de l'importance pour te rappeler déjà. C'est déjà bon. Voilà. Peut-être que tu n'es pas la seule qu'elle a rappelé pour donner de la mauvaise chose. Je pense que j'étais peut-être pas la seule, mais ma lettre avait été assez brève. Puis je me souviens quand j'envoyais des lettres, j'écrivais pas, par exemple, je sais que vous êtes dans une situation difficile ou
je disais pas nécessairement que j'étais au courant de leur situation, mais plutôt j'ouvrais la porte à si vous êtes intéressé à vendre, je suis peut-être intéressé à acheter. Je comprends. C'est Il souvent faut le fond, aussi là. comprendre l'état émotif des personnes là, quand on leur écrit. C'est ça qui est important. Là. Les gens, quand on communique avec eux, en fait, ils sont pas toujours bien. Là. C'est déjà pas souvent une passe psychologique ou financière ou familiale très facile. Fait que, oui, il y a des gens qui peuvent se sentir insultés, mais c'est souvent une façon de réagir parce ils ont peur finalement. Ils ont peur, puis ils pensent que leur information est privée, mais en fait, elle est devenue publique. Fait que, ils peuvent appeler et réagir comme ça, effectivement. C'est souvent la réaction que va avoir le prospect est souvent due à l'intention que vous avez derrière. Ce que je comprends dans ton message, et c'est pas mauvais ce que tu as fait, hein, c'est chacun à son choix, mais ton intention est d'acheter sa maison. Et peut-être qu'elle, son intention à elle, c'était pas de vendre sa maison. Un avis de 60 jours, en général, souvent, c'est pas. Nous, on a l'habitude de les travailler, donc on connaît très, très bien le dossier. On fait majoritairement du sauvetage immobilier. C'est très, très rare qu'on achète la maison. Quand on achète la maison, c'est pour aider le client à la garder, donc on va lui louer pour faire un achat-rachat. Mais souvent, le client, ce qu'il faut comprendre sa situation à lui, c'est souvent un problème de vie qu'il a eu. D'accord? Il y a 3 gros problèmes en général. Quelqu'un les connaît? À part Jacques? On a la perte d'emploi, divorce, oui, mari, divorce, voilà, perte d'emploi, séparation, maladie. C'est les 3 principaux problèmes que vivent les gens en général lorsqu'ils ont un avis de 60 jours. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils sont dans cette situation-là, c'est souvent qu'ils ont vécu déjà quelque chose de difficile. Ils sont déjà dans une situation difficile. Ils ont, excusez-moi du terme, mais ils ont un petit peu le gun sur la tempe. Il faut agir rapidement et je suis dans une situation difficile. Si en plus de ça, on m'envoie une lettre en me disant « Eh oh, choquante ta situation, ça te dirait de me vendre ta maison », il est peut-être évident que comme je suis dans une situation de stress, comme j'ai peur de ce qui va m'arriver, je risque de réagir de façon violente. Hein. C'est comme si vous mettez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression qui dit « lorsqu'un chien il a peur, il va vous mordre ». Okay, ou il sent que vous avez peur, il va vous mordre, un être humain va réagir un petit peu. Une personne qui va s'énerver après vous, ce n'est pas forcément après vous qu'elle s'énerve, mais c'est peut-être la situation qu'elle a vécue le jour même ou depuis un certain temps qui fait qu'elle est stressée. Ça arrive par-dessus, c'est la marmite qui déborde, et là, elle explose, et puis elle vous envoie toute sa haine, sa frustration, parce que vous avez... vous lui avez envoyé peut-être quelque chose qu'elle ne voulait pas attendre. Parce que souvent, la solution pour le client, souvent, des fois, c'est de vendre, parce qu'il n'a pas le choix, dépendant de sa situation. Mais dans la majorité des cas, il est capable, il y a la possibilité qu'il garde sa maison, qu'il puisse garder sa maison. Donc, j'ai pour habitude de dire que c'est votre intention, l'intention que vous allez avoir, qui va capter ou non l'attention de votre client. Ça veut dire que mon client est en situation difficile. J'ai l'intention d'acheter sa maison parce qu'il est en situation difficile et je le sais. Ça ne va peut-être pas l'intéresser. Il est en situation difficile. J'ai l'intention de l'aider à garder sa maison. Là, peut-être que je vais me distinguer de la compétition. Et que là, à ce moment-là, sur le tas de lettres qu'il a reçues ou le nombre de personnes qui est venu taper à la porte, c'est peut-être avec moi qu'il va faire affaire et pas avec un autre. Donc, souvent, c'est souvent l'intention, mais ce que tu as vécu, Marie, c'est quelque chose qui existe absolument. C'est partie de la vie du prospecteur. Mais ça arrive rarement. Je ne sais pas à qui d'autre c'est arrivé. Moi, je n'ai pas vu ça très souvent. T'as pas vu ça? Ok, ouais, t'as pas vu J'ai ça. pas vu ça très, très souvent, les gens qui nous engueulent. Là. Je vois ça quand on a essayé de trouver une solution puis il n'y en a pas. À la fin, des fois, il y a du stress qui se met en place, mais ça se rattrape. Là, ça se rattrape très bien. Hein. Oui. Surtout quand c'est bien expliqué. On a eu le cas il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, un dossier avec Jerry qu'on travaillait. On a refusé le client parce que, à notre sens, il n'y a rien à faire. Il faut qu'il vende sa maison. Nous, on n'est pas intéressé à acheter. Il faut qu'il vende sa maison. Il ne comprenait pas pourquoi on refusait. Je lui ai expliqué. Puis ensuite, il a compris. Il va quand même faire ses recherches pour éventuellement trouver un autre prêteur. Moi, je lui ai dit, écoute, si nous, on ne te prête pas, je t'inviterai de bien lire ton contrat si quelqu'un te prête. Parce que sinon, on ne te prête pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas te prêter, mais c'est parce qu'on ne voit pas
comment est-ce que tu vas faire pour nous rembourser. Donc des fois, quand c'est bien expliqué, en général, les clients l'accueillent bien, puis ils continuent leur chemin. Mais en fait, Marie, comment elle aurait pu répondre c'est quelqu'un qui l'engueule comme ça? On peut raccrocher le téléphone tout simplement, c'est la première des choses. Hein? Mais comment on peut calmer la personne? Comment on peut faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Nous, on a les réponses, mais on aimerait ça que vous participiez. Ça va être plus le fun si vous participez. Ben, moi, la façon que je lui ai répondu à ce moment-là, moi, je suis restée vraiment, je suis enseignante, donc mon métier, c'est de rester calme et à l'écoute. Donc, au téléphone, je suis restée calme et à l'écoute. Puis, je lui ai expliqué que, bon, je pense que ça a un peu mis de l'huile, ça a mis un peu d'huile sur le feu, en fait, mais je lui ai dit que c'était une information publique et que j'étais pas, tu sais, enquêteuse, je suis pas allée fouiner ou j'avais pas d'affaires à aller fouiner. J'ai dit, madame, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est une information que tout le monde peut trouver, c'est un registre public. Et ça l'a un petit peu encore plus en fait fâché, mais... c'est fâchant quand on est fier, là, puis qu'on ne voudrait pas que ça se sache. Je la comprends, là. Ouais, c'est pas le fun. Je lui ai dit, en fait, simplement au téléphone, je suis désolée que vous vous sentiez comme ça. Je n'avais pas l'intention de m'immiscer dans votre intimité. Si jamais vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, rappelez-moi. Ça s'est terminé comme ça. Elle sait pas... De son côté, l'appel, c'est pas, je pense, pas terminé de façon aussi calme, là, mais moi, j'ai juste essayé de garder ça mort, disons. Garder ça calme jusqu'à la fin. C'est tout. Y a-t-il quelqu'un qui aurait une stratégie qui a déjà exploré ou qui mettrait en place pour entamer, disons, juste une discussion avec la dame? Là. On ne va pas clore quelque chose, mais on veut juste que ça se calme et qu'on puisse entamer une discussion sereine. On a Élie qui lève la main. On a Élie qui lève la main. Oui. Oui. Moi. J'entends pas, Élie, il faut se remettre ton micro. Oui. Excusez. Oui, moi, j'aurais répondu à madame, j'aurais dit, si vous voulez, j'aurais peut-être une solution pour vous, de quoi de plus avantageux pour vous si prenez-les pas mal parce que je vous ai demandé si c'était à vendre, mais j'aurais une solution plus avantageuse que peut-être qui vous conviendrait. Alors, juste me permettre de réagir sur ce que tu dis, Élie. C'est pas mal, mais je t'inviterais d'être plus précis dans les mots que tu vas utiliser. Les mots ont un impact et une portée. D'accord? Plus les mots sont précis que tu vas utiliser, plus l'impact va être important. Donc, c'est pas mal le chemin que prend Élie. Qui a une autre idée? Enzo, peut-être? Je vais vous aider un petit peu. Là, typiquement, lorsqu'on fait de la prospection, on fait une forme de vente. D'accord? Pour vendre, pour que quelqu'un achète vos idées ou vos produits, dépendant de ce que vous vendez, il faut rentrer en conversation avec quelqu'un. Pour qu'il se convertisse, d'accord, il faut qu'on ait une conversation ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une conversation avec quelqu'un? Écoute, tout d'abord, tu commences par dire à la personne, elle t'appelle, elle est vraiment énervée. Tu dis, écoute, je comprends pourquoi vous êtes énervé, mais laissez-moi juste un moment, le temps de vous expliquer pourquoi je vous envoie cette lettre-là. C'est peut-être pas aussi précis que vous auriez, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais laissez-moi juste 30 secondes. Calmez-vous un peu, écoutez-moi, juste laissez-moi, je comprends, je vous comprends très bien, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai envoyé cette lettre-là. Et par la suite, tu essaies tranquillement d'entrer dans une conversation avec. Quoi d'autre? C'est pas merci Anso. Je cherche quelque chose de particulier. Donc, il y a Jerry et Miguel qui sont... Vas-y, Jerry, la main levée, et après, on va laisser Miguel également. Mais en fait, c'est certain que quand tu parlais du dossier Boutin tantôt, là, moi, quand j'ai des retours d'appel suite à des lettres qui ont été envoyées, ça va super bien. Mais essayer de contacter le client, le cogner à la porte ou le téléphoner, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très dur. Quand tu as un retour, au moins, c'est lui qui t'a retéléphoné. Mais sinon, aller cogner j'ai beaucoup de difficultés à avoir un rendez-vous parce que les gens sont dans le déni. Ça
ça va se régler, tout est réglé, après ça, tu reviens, tu regardes, rien de réglé. C'est très dur. Mais là, Jerry, Marie, elle a envoyé une lettre comme tu fais, puis elle a reçu un appel. Puis là, elle s'est Oui. fait rentrer dedans. Oui. Tu as pris le même processus. Elle n'a pas contacté. Elle a envoyé une lettre, oui, mais elle n'a pas contacté. C'est elle qui rappelle. Là. Oui. Qui est craquée. Elle a dû appeler, mais elle était craquée. Oui. Tu étais pompé, il y avait tes suppressions. Oui. J'en ai eu des gens aussi craqués, puis tout ce que j'essayais de faire, c'est de les calmer, mais j'arrivais pas là. D'accord. On va regarder avec Miguel, puis on va répondre à cette question-là. Ah oui, absolument. Ça se désarme, les gens. Oui. Oui, Raphaël, en répondant à ta question, comment on fait pour entamer une conversation? Je suis aligné à ce qu'ils ont dit précédemment. J'écoute et je pose des questions pour comprendre les besoins de la personne et savoir sa douleur. Qu'est-ce que veut la personne faire? Si elle veut vendre, si elle veut garder la maison. Et après qu'elle se sent écoutée, qu'elle commence à parler, elle-même va se calmer parce qu'elle se sent que je m'intéresse à ses problèmes. Absolument. Et à ce moment, je pourrais proposer une solution. Après qu'elle a fini de parler. Et demander avant si elle aimerait connaître les possibles solutions qui sont à son cas. Très bon point, Miguel. Donc, la première des choses, c'est de comprendre ce qu'elle dit. Je comprends que vous soyez énervé, je comprends. Donc, l'écouter. Ensuite, tu poses des questions comme tu l'as dit, là, c'est un très bon point. Juste une question pour vous, est-ce que vous voulez vendre ou est-ce que vous voulez garder votre maison? Là, elle va dire, moi, je veux garder ma maison. Ok, excellent. J'ai peut-être des solutions pour vous. Quand est-ce que vous êtes disponible pour qu'on puisse se voir? Ok, donc l'idée, c'est très bon point, Miguel, c'est de poser des questions. Le défaut que peut avoir beaucoup de prospecteurs débutants, c'est de parler, vouloir donner des conseils au client, ou vouloir lui dire au client, mais écoutez, je vais vous expliquer, je vais vous dire ce qu'il faut faire, et mais en fait, au début, on n'est pas rendu ici. Au début, dans un premier temps, on a besoin de savoir où est-ce qu'il veut s'en aller le client. En gros, monsieur le client, c'est quoi que tu veux? Moi, je veux garder ma maison. Excellent. Si j'ai une solution pour t'aider à garder ta maison, est-ce que tu serais intéressé pour qu'on en discute? Il va me dire non. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé des questions, je n'ai pas encore parlé. Donc, très bon point, Miguel, c'est poser des questions. Donc, le meilleur moyen pour que vous puissiez avoir une conversion à la fin, donc une vente, on a converti un client et c'est converti, c'est de poser des questions. Et pour faire le lien avec ce que disait Élie tout à l'heure, d'accord, Miguel l'a très bien fait, il a utilisé des mots précis. Est-ce que vous voulez vendre ou est-ce que vous voulez garder votre maison? Garder la maison, le client va le comprendre. Et c'est précis comme mot. J'ai une solution pour éventuellement vous aider. C'est pas assez concret, c'est pas assez précis. Garder la maison, c'est concret. D'accord? Donc la précision dans les mots que vous allez employer, c'est super important. Donc Miguel, félicitations, tu l'as bien fait. Très bien. C'est exactement. Il faut écouter les besoins des clients. C'est là que va se trouver la réponse. Oui. Et non pas dans votre besoin à vous d'acheter une maison à rabais. Ça n'intéresse pas les gens. Vous comprenez? Même si c'est ça votre intention à la fin, c'est une chose, mais si ça ne répond pas aux besoins de votre client, votre produit que vous avez à offrir n'est pas intéressant. Il peut même être agressant. Donc, les mots aider, conseiller, puis tout ça, c'est peut-être des mots à utiliser, mais beaucoup plus tard dans la conversation, mais certainement pas au début. Moi, quelqu'un qui m'appelle que je ne connais pas, qui veut m'aider, je me dis, il veut quelque chose de moi, c'est sûr. Vous comprenez? Puis là, ça va juste mettre de l'huile sur le feu. Il est déjà bien allumé, ce feu. Là. Il est déjà pas mal hot. Là. Il faut vraiment le calmer et la retourner dans son besoin à elle. La madame. La madame, elle a un besoin. Et quand on le retourne dans son besoin, là, il faut qu'elle retourne dedans. C'est plus vous le problème. Là, son problème, c'est autre chose. Donc, Jerry, est-ce que tu avais la main levée ou est-ce que… Non, c'était baissé. Ok, c'est parfait. Donc, pour faire le lien avec ce que dit Jacques, c'est que lorsque vous faites de la prospection, c'est très important d'avoir plusieurs flèches dans votre carquois. Je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, où est-ce qu'on range les flèches. D'accord ? Si j'ai qu'une seule flèche et la seule flèche que j'ai, c'est d'acheter la maison et que je vois que des gens qui veulent garder la maison, on s'entend que je vais voir des gens qui ne m'ont rien demandé pour leur proposer quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ça va être difficile pour que la flèche aille au milieu de la cible.
Par contre, si j'ai plusieurs solutions pour mon prospect, il peut vendre sa maison, il peut éventuellement la garder, bah là, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des conversions. Donc, c'est important en tant que prospecteur, lorsque vous faites de la prospection, quelle que soit d'ailleurs la niche que vous allez sélectionner, d'avoir plusieurs flèches dans votre carquois pour être sûr de pouvoir répondre aux besoins de votre client. Et par moment, ça va vous arriver en tant que prospecteur. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. C'est que le client, il ne veut rien savoir, il ne veut pas vendre, et c'est correct qu'il ne veut pas vendre. Il veut garder sa maison, pas de problème. On va étudier son dossier pour garder sa maison, comme ça arrive avec Guéry. Et là, on étudie le dossier, je dis, mais tu ne peux pas garder ta maison. Ce n'est pas possible. Voici pour telle raison. Mais là, on est déjà en conversation. Là, j'ai déjà étudié le dossier, j'ai recueilli l'information, il y a une confiance qui s'est bâtie là. D'accord? Et comme je vais expliquer pourquoi il ne veut pas la garder, bah là, il va être plus à même à m'écouter s'il doit la vendre. Donc après, j'ai plusieurs solutions pour qu'il la vende. Je peux lui prêter de l'argent le temps de la vente, je peux acheter sa maison. Il y a des solutions encore là-dessus. Là. Donc encore une fois, plus vous avez de solutions pour votre prospect, et plus vous allez aller dans son sens, plus il va s'ouvrir à vous, et plus vous allez être en conversation avec lui, plus la confiance va se bâtir, et plus le dénouement à la fin risque d'être positif pour vous en tant que prospecteur. Si vous y allez uniquement avec votre désir et votre objectif à vous, vous risquez d'avoir un prospect en face de vous qui ne va pas être réceptif à ce que vous dites. Là, on a eu un appel de client qui appelle avec une lettre, mais mettons que vous allez cogner à la porte. Comment vous faites? Là? Quand on cogne à la porte, c'est quoi la première approche qu'on doit faire avec quelqu'un? Est-ce que c'est de se nommer? Est-ce que dire bonjour? C'est quoi l'approche que vous allez prendre? Vous arrivez, je ne sais pas, avec un avis 60 jours. Ou une hypothèque légale, par exemple. Prendre une hypothèque légale. Vous avez une hypothèque légale de construction, vous approchez le client. Comment vous vous présentez? Parce que je suis sûr que c'est là que ça se passe. Là. Le client veut des aider, il y en a. Pardon. On va juste peut-être préciser un petit peu la question. C'est quoi la première chose la plus importante? Vous tapez à la porte s'ouvre. C'est quoi la première chose que vous devez valider? Une chose avant de faire les autres. La première chose. Mais savoir qu'on s'adresse à la bonne personne. Oui, bravo. Excellent. Bravo, Jeremy. Très, très bon. Donc, toujours parler déjà à la bonne personne. Parce que si vous parlez à une personne qui n'est pas concernée par les problèmes, elle risque de ne pas être réceptive à ce que vous dites. Et deux, elle risque de mal relayer l'information. Oui, oui. Elle risque de transformer l'information. Et au final, ça va vous desservir. Donc, le plus important, c'est de parler à la bonne personne. Si je ne parle pas à la bonne personne, je ne peux pas donner l'information. Parce que sinon, on risque d'avoir le problème du relayage d'informations qui a mal été relayé et ça va nous porter un préjudice à nous, en fait, au final. Donc, très bon point, c'est l'idée. On cogne à la porte, première étape, on identifie qu'on parle avec la bonne personne. Normalement, on a l'acte hypothécaire ou l'hypothèque légale et tout ça, c'est écrit le nom des clients. On s'assure qu'on parle avec cette personne-là. Pourquoi on doit parler avec cette personne-là? Parce que c'est elle qui prend des décisions. Ouais. Alors, si on parle à quelqu'un qui ne prend pas les décisions, on perd notre temps, on perd notre énergie. Et puis, si jamais on laisse une carte ou quoi que ce soit, on s'en va, c'est sûr que l'information ne va pas se rendre ou elle va être déformée. On ne laisse pas ça à la gardienne, on ne laisse pas ça à la grand-mère qui garde les enfants. Là, ça ne marche pas. Là. Donc, il faut s'assurer qu'on parle déjà à la bonne personne en partant. J'ai complémenté ce que tu dis, Jacques. Donc, la personne qui prend des décisions, on va le traduire différemment, c'est la personne qui a le droit de dire oui. Parce que la personne qui ne prend pas de décision, elle n'a pas le droit de dire oui. Elle ne peut pas dire oui, c'est bon, je fais affaire avec toi. Elle n'a que le droit de dire non. Elle n'a que le droit de dire non, mais ça m'intéresse. Non, mais ça ne va pas l'intéresser. Je le connais, ça ne va pas l'intéresser. Elle ne peut pas vous dire oui parce qu'elle n'est pas concernée par les problèmes, ce n'est pas elle qui prend la décision. Donc, le décideur, c'est le décideur qui a le droit de dire oui dans une transaction ou non. Important. Donc, on parle à la bonne personne, on identifie la bonne personne et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi qui est important selon vous? Oui, Jerry. Moi, je ne sais pas, mais ce qu'on m'a donné comme conseil, c'est quand on arrive, bon, OK, on se présente, on s'assure qu'on parle à la bonne personne,
Ensuite de ça, on lui parle de son hypothèque légale qu'il a vis-à-vis de telle compagnie. Au moins, il va savoir tout de suite qu'on est au courant de son dossier. Je ne sais pas si c'est la bonne attitude à avoir, mais c'est ce qu'on m'a dit de faire. D'accord, et qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu peux prendre un exemple, par exemple? Ah, ben oui, supposons, je me présente, vous êtes bien monsieur Untel, j'ai vu que vous aviez une hypothèque légale avec, je ne sais pas, un fournisseur de matériaux ou n'importe quoi, est-ce qu'on pourrait en discuter? OK. Comment tu pourrais le faire plus, je dirais, en prenant pas forcément sans aller droit au but, parce que là, tu vas droit au but et c'est très bien, mais comment tu pourrais utiliser cette situation pour capter un petit peu plus l'attention de ton client? Là, tu es en train de me dire, je suis au compte, tu as un problème avec quelqu'un, je vais en parler avec toi. Comment tu pourrais le faire plus en douceur? On va Tu as parlé d'un fournisseur, hein, tu as parlé d'un fournisseur, donc j'imagine que c'est une hypothèque de construction, ça par exemple? J'imagine, oui. OK. Comment on pourrait le faire plus en douceur pour faire délier la langue de mon client? OK, je pourrais lui dire, je viens pour, je suis au courant de votre hypothèque légale avec telle compagnie. Êtes-vous ouvert à en discuter pour régler la situation ou pour essayer de trouver une entente avec ce fournisseur ou je ne sais pas trop comment je m'y prendrais là. OK. Merci Jerry. Qui c'est qui a une autre idée? Peut-être juste demander s'il a déjà fait affaire avec ce fournisseur-là. Ouais, alors vas-y, comment tu irais pour me délier un petit peu la langue là? Avez-vous déjà travaillé avec les céramiques décor, là? Ouais. Là, tu vas voir, oui, là. Est-ce que oui, comment ça? Bon, on est au courant qu'il y a peut-être eu des problèmes parce que je crois est-ce qu'il y a bel et bien une hypothèque légale qui a été émise de leur part? Là, je sais pas trop où je m'en vais. OK, c'est pas mal, c'est pas mal. Qui c'est qui veut Valérie qui a levé la main. Vas-y Valérie. Elle était là à l'atelier prospection, donc elle doit le savoir. Oui, je pense que je nommerais directement le client et je lui dirais, je fais des vérifications pour décor patati patata et je veux, on vérifie là, les hypothèques là, les hypothèques légales de ce fournisseur-là. J'aimerais vous rencontrer pour en discuter. Donc, straight to the point en nommant le fournisseur. Ça, c'est un bon point, Valérie. En sécurisant la personne qu'il y a plusieurs clients insatisfaits ou reliés à ce contracteur-là. On voudrait comprendre la situation, s'asseoir avec et valider. Donc, nommer le fournisseur, l'aider et dire qu'on fait la vérification en lien avec ces hypothèques de construction-là, exemple. Par exemple, c'est un bon point. Dire qu'on fait le tour de tous les gens qui ont une hypothèque légale de ce fournisseur précis-là. Oui, je viens voir Exact. les clients de céramique 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous avez bien fait affaire avec cette compagnie? Ah oui, je fais affaire avec cette compagnie. Est-ce que vous avez été satisfait du travail qu'ils ont fait? Est-ce qu'elle va me dire oui, à votre avis? Peut-être que oui, peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que oui, puis peut-être que non. Parce que quand on y va avec une hypothèque légale, on ne sait pas si les gens ne sont pas satisfaits ou s'ils n'ont pas d'argent pour payer. On ne le sait pas. On est d'accord? Vous ne le savez pas. Quand vous allez là, vous ne le savez pas. Que vous y allez en cognant à la porte pour prendre contact avec le client et prendre de l'information. Là, si vous commencez dans les solutions pour les problèmes et qu'ils n'en ont pas, ils ne vont pas aimer ça. Là. Parce que dans une hypothèque légale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le client ne peut pas être satisfait et ne pas payer, comme le prestataire. Il peut avoir, le problème doit être des deux parties. Hein. Il peut avoir un problème d'une partie, un problème de l'autre. Donc, l'important de vous, c'est de comprendre la situation. Donc, y aller plutôt en utilisant ce qu'on appelle une référence que lui connaît. Si on cite le nom du fournisseur, il va le connaître. D'accord? On va lui demander si il s'est satisfait, il va mettre oui, il va dire non. Puis là, il va être peut-être plus à même à nous écouter pour dire écoutez, on a une hypothèque, on aimerait comprendre un petit peu la situation pour voir comment vous peut vous aider à sortir de cette situation. Mais quand il y a une hypothèque légale, il y a deux scénarios majeurs qui peuvent se passer. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais il y en a deux majeurs qui se passent. La première, le constructeur, il a fait des travaux, puis il peut y avoir eu des débordements de coûts ou encore des travaux, en tout cas, ça a coûté plus cher que prévu,
ou encore que les travaux ont été faits, mais ils ne sont pas conformes pour le client, que là, il y a un litige qui s'installe. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième, ben, ça peut être le client qui manque d'argent pour payer le fournisseur. Puis si le fournisseur a mis une hypothèque légale, le client ne peut pas se refinancer à la banque, donc il est coincé, le client. Là. Il est coincé avec son fournisseur. Donc, quand vous y allez, il faut savoir c'est quoi qui s'est passé, en fait. Est-ce que les travaux ne sont pas terminés, puis il y a eu un conflit, ou les travaux sont terminés, il est content des travaux, mais il ne peut pas les payer. Donc, si vous commencez à dire que le fournisseur, ce n'est pas un bon fournisseur, puis qu'il a bien fait sa job, ben, ce n'est pas la bonne direction. Hein. Vous ne le savez pas. Donc, vous allez l'apprendre en posant des questions. Là, au début, vous identifiez votre client. Après ça, vous énoncez la problématique. En fait, pas vraiment la problématique, mais lui demander s'il a bel et bien travaillé avec ce fournisseur-là, puis lui demander comment ça s'est passé. Et là, il va vous le dire. Ça s'est bien passé. J'ai eu des bons travaux. Mais puis après ça, ben, pourquoi vous avez une hypothèque légale? On va commencer à rentrer dedans. L'hypothèque légale, ce n'est pas vraiment nécessaire de rentrer là-dedans tout de suite. On rentre dans des questions pour avoir de l'information, puis aussi aller dans, je dirais, les émotions du client. Il va vous le dire qu'est-ce qui se passe. Absolument. Bonjour François. Désolé pour mon retard. Tout sera enregistré et publié sur YouTube par la suite. Alors, merci Jacques. Excellent. Donc, Jerry, il est parti du coup, mais j'espère qu'on a répondu à sa question. Enfin, sa caméra est encore ouverte, mais lui, il n'est pas derrière. Je ne sais pas s'il nous entend, mais... Est-ce que ça va un petit peu pour les hypothèques légales? Hein? Comme l'approche, elle va être soft comme ça, que vous allez entamer, vous allez commencer à avoir une discussion avec le client. Le but, ce n'est pas de lui balancer qu'il y a des problèmes, puis que vous avez des solutions, puis que vous voulez acheter sa maison. Le but, c'est d'entamer une discussion et d'établir une confiance avec le client. Absolument. Puis, des fois, il va vous demander d'où ça vient. Moi, je dis tout simplement, c'est mon bureau qui m'a envoyé ça. Il m'a demandé de faire le tour des clients de telle compagnie. Et puis, on vérifie si tout le monde est content. Puis, si vous avez des problèmes, d'essayer de résoudre les problèmes, parce que c'est notre spécialité faire ça. Les mots qui sont importants, c'est spécialité, c'est expert. Vous êtes les personnes ressources qui connaissez cette situation-là et vous allez être là pour trouver des solutions pour qu'ils sortent de cette impasse-là. Trouvez des solutions. Vous n'aidez pas. Là. Vous trouvez des solutions pour sortir d'une situation. Donc, comme un peu ce qu'on appelle un facilitateur, c'est-à-dire que peut-être vous n'allez pas connaître toutes les étapes qu'il faut faire pour aider le prospect. Par contre, vous avez fait une étape qui est importante, vous avez capté son attention. Il a envie de trouver une solution à son problème, il a envie de faire affaire avec vous. Maintenant, votre rôle, c'est de les référer aux bonnes personnes pour qu'ils puissent avoir le dénouement, d'accord, le dénouement qu'ils veulent, c'est-à-dire de pouvoir régler cette situation. Okay. Donc, le plus important, on l'a dit, c'est de valider que c'est la bonne personne et surtout capter son intention pour avoir au final l'autorisation de récupérer l'information. C'est ça le but. Qui nous donne l'autorisation, entre guillemets, de récupérer l'information. Et là, à ce moment-là, on va entrer en discussion, on va poser des questions, on va recueillir l'information pour pouvoir construire une solution qui lui convient à lui. Moi, en tout cas, personnellement, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, que ça à ma porte, puis commence à me faire blablabla, puis me parler, puis il ne me laisse pas parler, puis il ne sait pas ce que je veux, je n'ai pas tendance à l'écouter, je veux juste m'en débarrasser. Et si vous voulez être cette personne-là, c'est super simple. Vous y allez, vous lui faites blablabla, tu as des problèmes, je suis là pour t'aider, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont juste vouloir se débarrasser de toi, puis là, ils vont sortir la liste des 15 objections qu'on rencontre régulièrement pour se débarrasser de toi. T'sais. Par contre, si tu rentres dans une relation avec quelqu'un, puis que tu es sincère, ton intention est bonne, tu veux vraiment savoir ce qui se passe, puis après ça, éventuellement, lui proposer des solutions, bien là, ils vont t'écouter, parce que là, ils vont se sentir écoutés. Moi, un vendeur qui m'écoute, je le trouve super intelligent, puis ceux qui parlent tout le temps, j'ai juste envie de m'en débarrasser. Hein? Rappelez-vous, quand vous allez dans un magasin de chaussures, puis là, tout ce qu'il veut, c'est vous vendre une chaussure, puis vous en faire essayer, puis il ne vous a pas demandé ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Là. On a juste envie de s'en aller. Il faut que vous soyez le vendeur conseil plutôt que le vendeur transactionnel.
Donc, si vous y allez pour aller faire une transaction d'acheter la maison de l'autre, ça se peut que l'autre ne vous réponde pas bien. Mais si vous alliez dans une démarche de conseil, ben là, on va être super intéressé à vous écouter. Puis peut-être au bout du compte, c'est vous qui allez l'acheter, la maison. Vous comprenez? Peut-être que vous allez trouver une autre solution pour le client pour qu'il puisse rester dans sa maison, mais s'il ne voulait pas la vendre de toute façon, puis que vous avez un produit alternatif à lui offrir, ben, au moins vous allez toucher un peu d'argent pour faire cette transaction-là, plutôt qu'à retourner bredouille. Alors, Et votre travail va être aussi beaucoup moins difficile. Parce qu'on entend souvent le fait de dire, bah ouais, mais je vais taper 1000 portes et sur les 1000 portes, je vais en trouver un ou deux qui vont vendre la maison. Eh, mais c'est dur de taper 1000 portes, non? C'est dur de taper 1000 portes et se faire dire non, 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 non. Mais si j'en tape une dizaine et sur une dizaine, j'en close 6, 7 avec différentes solutions que je peux offrir à mes prospects, mon travail est quand même beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus sympathique de faire ça. C'est beaucoup plus gratifiant de pouvoir réellement aider des personnes. Donc, après, ça dépend dans où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous êtes une machine à faire du nombre et puis ça ne vous pose aucun problème et puis vous voulez faire ça? Ou est-ce que vous cherchez plutôt aussi du confort? Le fait d'y aller avec une bonne intention et résoudre un problème à quelqu'un, bah, le taux de transformation, on parle beaucoup de taux de transformation. Le taux de transformation veut dire le nombre de prospects à qui j'ai parlé versus le nombre de prospects que j'ai convertis, que j'ai closés en fait au final. Bah, votre taux de transformation va considérablement augmenter si vous réglez un problème chez quelqu'un. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'objectif et pas avoir d'ambition. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste de dire que si vous mettez votre focus sur les problèmes de votre prospect et que votre focus, c'est de régler le problème de votre prospect, bah, il y a de fortes chances qu'à la fin, il achète votre solution. Ce n'est pas vous qui lui avez vendu. Et la perception est totalement différente. Est-ce que ça va pour... D'ailleurs, on le voit là, avec les clients, souvent, il y a comme une confiance qui est difficile à gagner. Puis à partir du moment qu'on va dire on va fermer le dossier parce qu'ils ne coopèrent pas, ils se mettent à coopérer. Comme c'est tout à fait, comme par exemple, on ne les désire pas à tout prix, ben là, ils nous veulent, vous comprenez? Mais quand on s'acharne sur quelqu'un, ben, tout ce qu'il veut, c'est se sauver, vous comprenez? Absolument. Donc, important d'aller dans le... Quel autre type de client que vous rencontrez et que vous aimeriez qu'on discute? On a vu des hypothèques légales, on a vu envoyer une lettre d'avis de 60 jours. Sébastien a levé la main. Ben, moi, j'aimerais peut-être ça parler un peu, tu sais, dans le cas d'un avis de 60 jours, là, quand l'objection, c'est que la personne pense qu'il n'y a pas de problème, mais que, tu sais, c'est pas nécessairement un récidiviste qui connaît la procédure puis tout, là. C'est son premier avis, puis il pense qu'il n'y a pas de problème, puis bon, après ça, ben, toi, 8 mois, 1 an après, tu vois qu'il s'est fait saisir parce que toi, tu voulais l'aider. Tu voulais qu'il garde sa maison, mais il a perdu toute son équité, puis il n'y en a plus de maison. Comment, ce type de client-là, comment il faire comprendre rapidement que tu es là pour lui amener la solution qu'il a besoin? Il faut poser des questions déjà. Il faut déjà poser des questions. Quelles questions on pourrait poser là, pour semer le doute chez lui, pour l'emmener où on veut l'emmener? Quelles questions qu'on pourrait pour semer le doute? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme question? Moi, je les ai les réponses. Je ne vais pas vous les donner, vous n'allez pas vous en rappeler après. Mais quelles questions vous pourriez poser? Il y a Valérie qui a levé sa main. Vas-y, Valérie. Peut-être de demander, avez-vous déjà eu un avis de 60 jours dans le passé? Excellente question. On dirait que tu as suivi un atelier avec nous, toi. C'est exactement la bonne question. Il faut lui demander est-ce que vous savez le délai que peut prendre une saisie suite à un avis? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes renseigné sur les procédures d'un avis? Est-ce que vous seriez curieux qu'on en parle ensemble, et ainsi de suite? Ben, le petit bout à la fin, je ne le rajouterai pas, là, mais juste le premier, savez-vous comment? Là? Il est obligé de te répondre. Là. Puis c'est pas juste oui, non, il est obligé de développer. Là. S'il dit oui, je sais comment, ben comment vous allez faire? En fait, c'est comment vous allez faire pour enlever l'avis de 60 jours. Puis il faut attendre. Après ça, il faut laisser le grand blanc s'il faut, mais il faut attendre la réponse. Et là, il peut répondre. Qu'est-ce qu'il peut répondre là? Comment vous allez faire pour enlever l'avis de 60 jours? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Vas-y, Sébastien. Il y a déjà quelqu'un qui s'occupe de ça. OK, c'est très bon. Parfait. J'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de ça. Excellent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ça? Il faut aller dans le besoin, là. Est-ce que c'est un de vos amis ou c'est quelqu'un qui
qui sait comment faire aussi. Ouais, peut-être pas de celle-là exactement, mais on s'approche. Pour ceux qui ont fait l'atelier, vous n'êtes pas nombreux, 3-4, non? On a juste une phrase clé qu'on avait apprise, là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et si je, est-ce que tu. Ben, c'est les mots, hein, faut trouver. Ah oui! Est-ce que tu. Comment tu ferais ça? Et si je, est-ce que tu? Et si je pouvais prendre un petit peu de mon temps pour t'expliquer, est-ce que tu m'en accorderais? Parle-moi pas de toi, parle-moi de moi. C'est moi qui ai les problèmes. Parle de ton prospect. Avec des mots précis, comme a utilisé tantôt Miguel. On rappelle le contexte, il a navé 60 jours. Hein. C'est quoi le risque d'un navé 60 jours? C'est quoi le risque au final? De perdre sa maison. C'est de? J'ai pas entendu. De perdre sa maison, de se faire sortir. De perdre sa maison. D'accord. Exact. Donc, est-ce que comment on pourrait utiliser ça? Et si la personne ne réussissait pas à vous aider, est-ce que vous auriez une autre solution? Je ne sais pas. Et si votre personne qui vous vient en aide, ça ne fonctionnait pas? Par exemple, comment on pourrait le faire plus précis? C'est quoi les besoins des personnes déjà, là, en général? Si vous deviez quitter votre maison, avez-vous un autre endroit pour habiter? Ça, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Mais Jacques, il a dit quelque chose d'important. C'est quoi le besoin du prospect? C'est de garder sa maison, le besoin. Oh. Donc, ça serait quelque chose dans le genre. Est-ce qu'on doit l'utiliser dans la phrase, ça, garder la maison, du coup? Ben oui. Ben ouais. Alors, on le met au début ou à la fin de la phrase? Au début, absolument. Alors, comment tu ferais? Vas-y, Sébastien. Ah, elle est presque finie la phrase. Mais là, ça va être bien rentré, Sébastien. Ça va être... ça va bien sortir. Là, mais, et si je vous dis que je peux vous aider à garder la maison, aimeriez-vous avoir une rencontre aimeriez-vous avoir mes options à moi? Par exemple, si j'avais une solution pour vous aider à garder votre maison, est-ce que vous serez intéressé qu'on en discute? Tout simplement. Et puis là, tu n'as pas dit le mot « je » dans la phrase. J'ai pas dit « je » là. J'ai pas dit « je » moi. J'ai dit « je ». Non, tu n'as pas dit « je » là. C'est ce qui me semblait. Je n'ai pas parlé de moi, j'ai parlé de lui. Parce que c'est lui qui a des problèmes. Moi, j'en ai pas en fait au final. Moi, je vais faire une transaction, pourquoi pas? Pas à tout prix. Je ne vais pas faire une transaction à tout prix. D'accord? Parce qu'un prospect qui ne collabore pas, qui ne veut pas se prendre en main, ben moi, ça ne m'intéresse pas en tant que prêteur ou en tant que sauveteur immobilier, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je lui offre une option pour l'aider que lui a envie, ben, on va y aller. Ça va, Sébastien? Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui. On va le répéter, là. Et si j'avais une solution pour que vous gardiez la maison, est-ce que vous seriez prêt intéressé à m'écouter? Qu'on en discute? On pourra en discuter. Est-ce que vous seriez prêt à en discuter? C'est encore mieux. Voilà. Donc, les mots importants, garder la maison, vous, donc vous, pas lui, toi, vous, pas le prospect, et on. D'accord? Garder la maison, toi, garder maison, on travaillait ensemble. Ok? On peut le dire comme ça parce que ça. Hein? Toi, parler petit indien. Hein? Exactement. Ok? Donc, vous, on. Moi, on s'oublie, nous. On oublie nos problèmes. Nous, on n'a pas de problème au final. D'accord? On parle du prospect. Okay. Là, on a ouvert la porte, on lui a demandé de nous dire oui. C'est assez difficile de dire non. S'il y a un non à ça, ben, soit il n'a pas compris la question, ou soit il est complètement fermé. Mais quand il y a un non comme ça, il faut juste répondre, ben, vous êtes le premier qui me dit non ce mois-ci. Ouais. Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre ça. Là. Voilà. Et là, comme ça, la porte reste ouverte. C'est plus facile d'avoir le rendez-vous de table de cuisine avec des stratégies comme celle-là, parce que vous ne parlez pas de vous. Votre intention, c'est d'accompagner puis de conseiller vos clients et non pas tout simplement de faire une transaction, d'acheter la maison et qu'ils soient obligés de déménager.
C'est sûr que quand vous voulez acheter une maison au prix de l'hypothèque de la vie 60 jours plus 5 000 ou 10 000 ben, ça ne répond pas souvent aux besoins de personnes parce que la majorité des Canadiens, ben, ils veulent continuer à habiter dans une maison, ils ne veulent pas s'en aller à logement. Et puis en même temps, ben, c'est le foyer familial, ils ne veulent pas le quitter. Et puis, comme on a dit souvent, comme on a dit tout à l'heure, ben, c'est souvent 3 raisons indépendantes d'eux qui font qu'ils se ramassent dans cette situation-là. Perte d'emploi, maladie, séparation. C'est pas parce que c'est des mauvais payeurs, c'est pas ces raisons-là, c'est parce qu'il y a des raisons qui sont externes à eux qui les ont amenés dans cette situation-là. L'impact est tellement fort de quitter une maison en urgence que souvent, c'est pas ce qu'ils veulent. Quitter une maison en urgence, ça veut dire que je vais devoir aller quelque part où je ne sais pas où je vais aller déjà. Peut-être que j'ai des enfants qui sont à l'école et qui vont à l'école à côté de la maison. Peut-être qu'ils vont à côté de la maison. Peut-être qu'en général, les gens vivent autour, ils ont leurs petites habitudes, donc c'est difficile de changer les habitudes. Donc l'impact est tellement fort que si vous y allez avec dans son désir, vous avez de fortes chances de vous distinguer de la compétition et que c'est avec vous qui va faire affaire plutôt que les autres. Ben, merci beaucoup, Raphaël. Il nous reste juste un petit 5 minutes. On va tenir notre temps. Alors, si on pouvait faire un petit tour de table, j'aimerais ça que vous nous disiez en un mot ou deux, qu'est-ce que vous avez retenu du salon aujourd'hui? Si je peux commencer avec Miguel, parce que je ne le connais pas, il est nouveau. Miguel, Marie, et pour ça, Enzo, ça serait super. Sí, bon, le mot, ce serait écouter les besoins du client et être attentif à ce qu'il raconte et poser des questions pour savoir comment c'est la meilleure façon de proposer des solutions qui lui fassent du bien et lui allègent ses problèmes. Comprendre sa douleur. Oui. Ça va être très, très bon, Miguel. Je suis convaincu. C'est exactement la bonne approche. Marie, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Moi, c'était pendant la conversation sur les hypothèques légales. J'ai trouvé ça intéressant de se présenter pas comme investisseur immobilier, je m'en viens pour vous secourir, vraiment juste prendre une approche plus douce, peut-être pas détournée, mais dans le fond, commencer sur un sujet qui n'est pas nécessairement le problème de la personne, faire poser des questions. J'ai aimé parce que moi, j'avoue que cogner à une porte, je n'ai aucune idée. Vous posez la question par quoi vous commenceriez, je n'avais absolument aucune idée, franchement. Fait que alors, aujourd'hui, j'ai une piste. Oui, c'est ça, j'ai une piste. Super. Enzo, si tu veux bien? Ben, c'est pas mal dans le même sens que Miguel. C'est vraiment, c'est comme, t'es là, t'es une solution, tu proposes comme une solution au problème que la personne a. Parfait. Élie, Jerry, puis François. On va commencer par Élie. Oui, non, j'ai appris beaucoup, surtout quand vous parlez de cogner la porte, la présentation que vous avez, comment que vous présentez, pour savoir de parler à la bonne personne en partant. Ça, c'est une chose que je n'avais pas pensé, mais ça a beaucoup de sens. Là. Puis mettre le client à l'aise. Mettre le client à l'aise à parler avec toi. Là. Entamer une conversation. Oui. Jerry? Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment de le faire parler, de vraiment le faire parler, de le laisser parler, puis pas l'enterrer avec nos belles histoires, puis d'avoir juste de faire sentir qu'il veut qu'on s'en aille. Là. C'est vraiment de le saisir, autrement dit, là, pour essayer de trouver des solutions, là, puis pas y en offrir tout de suite au départ. Là. Analyser son dossier, je vais vous revenir avec la meilleure solution pour vous dans mes contacts. J'ai plusieurs contacts qui font plusieurs genres de sauvetage immobilier, puis je vais vous référer à la bonne personne. Tu vas référer à l'expert. Quand tu vas utiliser ce mot-là, ça va avoir un gros impact. Tu vas sentir le soulagement des gens là, quand tu dis « moi, je connais l'expert ». C'est ça. François? Bon, j'ai manqué une partie, là, mais ce qui est bien, ce que j'ai saisi, c'est de recadrer notre discours pour avoir une offre de service qui va nous rendre utile pour ces gens-là. L'utilité, il faut que ça ait du sens, que ce soit utile et important pour eux. Là. Effectivement. On ne doit pas être un comme tant d'autres qui ont probablement tenté là, d'obtenir leur maison, effectivement. C'est super.
Ben, ensuite, il y a Sébastien, Valérie, David, Desjans. Vous avez déjà suivi l'atelier avec nous là, les dernières semaines sur comment répondre aux objections. Aujourd'hui, on a fait comme un petit survol, mais on offre aussi, Raphaël et moi, une formation d'une demi-journée de 3h30 sur justement le faire avec des vrais ateliers que vous allez pratiquer. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va en témoigner, là. Ben, Jacques, à cet égard, il y en avait 2 récemment, là, une, je pense, un samedi puis un mardi. Oui, exact. Les prochaines vont être à peu près quand? J'avais un conflit d'horaire chaque fois. Là. Ben, ça va être quelque part à la fin janvier, début février. On n'a pas établi de date encore, mais je pense qu'on va faire ça. On a fait ça la dernière fois à l'Université de Sherbrooke. On est en groupe, on prend des vraies situations, puis après ça, on fait des simulations avec ces vrais cas-là, que ça vous permet, avec un index aux immeubles puis un acte hypothécaire, de vous préparer, puis après ça, de faire des simulations de cogner au portes. Je pense qu'on apprend beaucoup. Moi, je suis déjà un expert à faire ça, puis même en faisant l'atelier, j'apprends encore. Fait que c'est super le fun. C'est Sébastien qui veut témoigner ou Valérie? Ouais. C'était très motivant, en tout cas, et très intéressant aussi. Oui, ça permet de dénouer des affaires. Exact. J'étais là le mardi. Puis, moi, j'ai vraiment aimé voir les différentes personnalités des prospecteurs et aussi parce que c'était des jeux de rôle. Donc, on voyait la façon dont le client répondait. Fait que ça aidait vraiment pour être capable d'avoir de la rhétorique. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, ben là, tu ne t'attends pas à ça. C'était vraiment cool, le jeu de rôle. Puis, moi, ce que j'ai vraiment retenu de cette soirée-là, c'est de toujours aller vers le besoin du client. Pas ce que nous, on veut dire, mais ce que la personne a réellement besoin dans sa vie, dans le fond. Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut faire un autre témoignage, mais on va bientôt fermer la salle. On va respecter l'heure que vous nous avez donnée, puis je vous remercie beaucoup. Peut-être Jean ou peut-être Valérie, puis après ça, on va vous dire au revoir, puis vous souhaiter une bonne journée. Je peux y aller, Jean, je ne sais pas, je te devance. C'est une formation que je conseille à tout le monde. C'est bon aussi pour créer des liens. Moi, j'ai vraiment apprécié. On était une 12aine. Je me suis bien sentie. J'ai beaucoup appris. Ce que j'ai retenu a été véhiculé ici. Donc, l'essentiel de mes apprentissages, là, les choses importantes, on les a nommées. Donc, je ne retournerai pas là-dedans. Mais je pense aussi que c'est en allant cogner à des portes qu'on va réellement aller acquérir les apprentissages et l'expérience parce que faut le mettre en action après. Donc, comme moi, ce soir, je fais une première expérience là, de porte-à-porte. J'en ai déjà fait pour d'autres domaines, mais là, je parle vraiment dans le créneau qui nous concerne. Puis après ça, je pense que ça va consolider ce qu'on pratique en formation. Mais c'est une formation que je conseille à tous. Il faut le faire souvent pour devenir un expert, hein, c'est évident. Est-ce que Jean, tu veux... Valérie l'a dit, mais la meilleure formation, c'est de faire le porte-à-porte. La meilleure formation, c'est de le faire. Moi, je voulais vous remercier pour la formation qu'on a eue au niveau de la formation porte-à-porte. Et puis, je peux vous dire que ça nous motive beaucoup. Ça nous donne des techniques aussi, comment aborder la problématique du client. Moi, depuis cette semaine, c'est ma première journée où je ne fais pas de porte-à-porte. J'étais un petit peu fatigué. J'étais un petit peu plus âgé que vous autres. J'étais un petit peu fatigué. Mais j'en ai fait quand même dimanche, lundi, mardi. Puis c'est évident que la première fois que tu y vas, tu es un petit peu plus stressé, mais les gens t'accueillent vraiment presque à bras ouverts. Pour vous dire, là, quand vous commencez à vous intéresser à eux autres, ils vous accueillent à bras ouverts. C'est vraiment quelque chose de spécial de l'accueil que les gens nous font. Ben oui, Jean, en fait, ce qu'on a offert aux gens qui ont fait la formation, c'est une liste de personnes, des gens qui sont ciblés. Nous autres, on a fait un logiciel pour cibler les clients, que quand vous allez les voir, vous avez déjà de l'information, ils sont déjà ciblés et ils ont un fort potentiel de conversion. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas des avis 60 jours, donc vous n'avez pas de compétition. Alors, ça vaut la peine. Alors, avec la formation, on vous donne une liste entre 10 et 15 candidats que vous pouvez aller rencontrer pour vous pratiquer. Et puis, si vous voulez, on peut
vous affecter aussi un partenaire qui travaille avec nous qui vont vous donner un petit coup de main pour casser la glace. Le plus difficile, c'est de casser la glace. Puis après ça, ben, quand on a des succès, ça devient un plaisir de faire de la prospection porte-à-porte. Donc, je ne sais pas si je vais laisser le mot de la fin à Raphaël, puis après ça, oui, je pense que tout a été dit, hein, tout a été dit. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez aimé le salon d'aujourd'hui. Donc, la meilleure formation, c'est la pratique. On est plus en confiance en ce qu'on a pratiqué avec des jeux de rôle. Hein. Les jeux de rôle, c'était une idée qu'on avait eue avec Jacques. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la vente et au tout début de ma carrière, j'avais fait beaucoup de jeux de rôle pour me donner la confiance. Donc, c'est très pertinent de faire des jeux de rôle au début pour se donner la confiance avant d'y aller en vrai sur le terrain. Parce qu'après, quand vous y allez sur le terrain, c'est juste répéter ce qu'on a fait en salle. Donc, l'essentiel a été dit aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié votre heure On a apprécié, mais on dirait qu'Internet ne veut plus, mais bon. À toutes et à tous, d'une bonne prospection. Merci Bon, beaucoup. mais merci beaucoup pour la conclusion, Raphaël. On n'a pas bien entendu, mais c'était super bon, j'en suis convaincu. Merci. Jacques, est-ce qu'on peut avoir quelque chose en délibéré, soit là ou au téléphone? En délibéré, c'est pas une cour criminelle ici, mais on peut t'écouter, oui, c'est parfait. Merci. On va rester pour toi. Okay. C'est ça que tu veux? Je vais rester pour toi. Rapidement, le dossier, je vais donner un... OK, merci.